Mercredi 23 mars, Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite les titres de ce journal. Le revirement de Madrid sur la question sahraoui risque de coûter le poste de Premier ministre à Pedro Sánchez. Il sera la semaine prochaine devant le Parlement. En attendant, le journal El País lève le voile sur le chantage exercé par Rabat sur l'Espagne. Moscou décide de bannir le dollar et l'euro de toute transaction du gaz livré à l'Union européenne, bien entendu du gaz russe. L'embargo du vieux continent sur les hydrocarbures russes, toujours pas décidé. Au Liban, des documents secrets des services sionistes révèlent les horreurs et atrocités de la torture commise par son armée dans la prison de Kian sur des milliers de prisonniers. Les restrictions anti-Covid levées trop rapidement dans certains pays occidentaux. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme quant à la recrudescence de la pandémie. On entame ce journal avec le dossier du Sahara occidental. Le revirement de Madrid sur la question continue de susciter des réactions. La position affichée par le chef du gouvernement espagnol pourrait lui coûter cher. Son avenir politique est sérieusement compromis. Pedro Sánchez devra s'expliquer devant les députés la semaine prochaine. Abdelkader Terrif. Dérapage contrôlé aux manœuvres irréfléchies. Le dernier virage à 180 degrés, négocié par le chef du gouvernement espagnol, pourrait bien le pousser dans le bac à gravier. Le revirement de Pedro Sánchez à l'égard de la question sahraoui a du mal à passer, même au sein de son propre camp. En effet, le chef de l'exécutif espagnol a été attaqué, et en particulier par la gauche radicale de Podemos, allié des socialistes au sein de la coalition au pouvoir et favorable à l'autodétermination des Sahraouis. Au-delà de Podemos, le revirement sur le Sahara occidental a été dénoncé par l'ensemble des formations politiques qui réclament, comme le Parti populaire, au Premier ministre socialiste d'expliquer sa décision sur un sujet qui faisait consensus depuis 47 ans et le départ des Espagnols du Sahara en 1975. Le Premier ministre sera donc devant les députés la semaine prochaine, une comparution qui fait suite à l'appel de 11 blocs parlementaires espagnols. En attendant, Pedro Sánchez a défendu depuis Ceuta ce mercredi sa position, fruit d'un chantage du Maroc sur l'afflux justement de migrants clandestins sur cette enclave, située sur la côte nord du Maroc. Rendre des comptes va-t-il suffire à faire taire les accusations ? Pedro Sánchez franchira-t-il la ligne d'arrivée sans provoquer d'accident ? La semaine à venir s'annonce cruciale pour Sánchez. Madrid pourrait peut-être changer de pilote avant l'agitation du drapeau à damier. Et au moment où le soutien du plan d'autonomie par Madrid continue d'être désavoué par la classe politique et la société civile en Espagne, le journal El País publie l'intégralité du message envoyé par le chef du gouvernement espagnol Pedro Sánchez au roi du Maroc Mohamed VI. Un message on ne peut plus clair dans lequel il lui assure son appui total. Avec les révélations du journal El País, plus aucun doute, Madrid a bel et bien cédé au chantage marocain. Rim Bokhari. Après l'effet d'annonce, on en sait désormais davantage sur les dessous de la décision de l'Espagne, celle de soutenir le plan d'autonomie. Dans un message daté du 14 mars envoyé par Pedro Sánchez au roi Mohamed VI, soit 4 jours avant l'annonce du palais royal marocain, le chef du gouvernement espagnol met en avant son soutien à la proposition marocaine d'autonomie avant de mettre le doigt sur les sujets qui fâchent. Pedro Sánchez évoque une nouvelle étape dans la relation entre Madrid et Rabat qui doit être, dit-il, basée sur le respect des accords et l'absence d'action unilatérale. Sur ce point précis, le journal El País explique que Sánchez faisait allusion à la fermeture par les autorités marocaines du bureau de douane de Melilla l'été 2018 et son intention d'élargir ses eaux territoriales pour contenir les îles Canaries. Autre source de chantage, la gestion des flux migratoires. Dans son message, Sánchez appelle le roi du Maroc à un retour total à la vie normale
concernant la circulation des personnes et de la marchandise. Ce mercredi, lors d'une visite dans l'enclave de Ceuta, le chef du gouvernement espagnol a également défendu son virage, expliquant que la normalisation des relations avec Rabat allait permettre de consolider le contrôle migratoire de la part du Maroc, d'où partent l'essentiel des migrants vers les côtes espagnoles. Il faut dire que le Maroc a été régulièrement soupçonné par nombre d'observateurs d'utiliser l'immigration illégale comme un moyen de pression sur l'Espagne. L'été dernier, après l'arrivée de plus de 8000 migrants à Ceuta, le mot a été lâché par les autorités espagnoles, évoquant un chantage de Rabat et une agression à l'égard de ses frontières et celle de l'Union européenne. Et ce changement de position radical de l'Espagne sur la question du Sahara occidental qui a suscité de nombreuses réactions des autorités sahraouites, de la classe politique espagnole et de la scène internationale. Nouhad Belkhadem. Trahison ou encore capitulation politique face au Maroc, ce sont là les termes utilisés pour qualifier la volte-face du gouvernement Sanchez à propos de la question du Sahara occidental. À peine 4 jours après avoir appris avec grand étonnement ce revirement de position, le Front Polisario appelle à faire barrage et à faire pression sur Madrid pour que son gouvernement corrige cette grave erreur. La classe politique espagnole a elle aussi réagi, en particulier la gauche radicale de Podemos, alliée des socialistes au sein de la coalition au pouvoir, est favorable à l'autodétermination du peuple sahraoui. Sur la scène internationale, première réaction, celle d'Alger qui rappelle son ambassadeur à Madrid pour consultation. L'Algérie, fervent défenseur du droit international et du droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination dans le cadre des résolutions onusiennes. Cette volte-face de Madrid intervient alors que l'Espagne avait jusque-là refusé de se positionner sur la question sahraoui. L'Espagne est toujours la puissance administrante de son ancienne colonie. Elle a donc une responsabilité politique et historique vis-à-vis de la question. Avec ce virage à 180 degrés qui contredit absolument la légitimité internationale, Madrid compte normaliser ses relations diplomatiques avec Rabat. Des relations brouillées depuis la crise majeure survenue en avril 2021 après l'accueil en Espagne du président sahraoui Brahim Ghali pour des soins. Des tensions exacerbées par le chantage migratoire exercé par le Maroc. Rabat qui avait permis l'arrivée de 10 000 migrants dans l'enclave espagnole de Ceuta. Par ailleurs, le représentant du Front Polisario auprès des Nations Unies, coordinateur avec la MINURSO, Sidi Mohamed Omar, a appelé l'Espagne en tant que puissance administrante du Sahara occidental à assumer pleinement sa responsabilité juridique et historique et reconsidérer sa nouvelle position qui entrave les efforts de l'ONU à parvenir à une solution au conflit. Dans une lettre adressée au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, le responsable sahraoui, a estimé que la position de Madrid ne servira qu'à encourager l'État occupant du Maroc à poursuivre son occupation militaire illégale du Sahara occidental. Et puis cet appel à manifester à Séville hier, mardi, contre justement cette nouvelle position du gouvernement espagnol sur le conflit au Sahara occidental. L'association d'amitié avec le peuple sahraoui a appelé à la mobilisation générale en soutien au peuple sahraoui et à sa juste lutte pour la liberté et l'indépendance. L'association ajoute qu'elle exige le respect de la légalité internationale, des résolutions des Nations Unies, la reconnaissance officielle des responsabilités historiques de l'État espagnol dans le conflit du Sahara occidental et la réparation des dommages causés au peuple sahraoui. Et ce revirement de Madrid serait-il contre l'Algérie? Est-ce une quelconque pression par rapport aux approvisionnements gaziers en direction de l'Europe? Élément de réponse avec Riyad Sidawi, directeur du Centre arabe de recherche et d'analyse politique à Genève. On voit bien que la position algérienne est comme la position de la Chine, donc une neutralité, mais et cette neutralité aujourd'hui pour les Occidentaux, pour l'OTAN, pour l'Union européenne, est vue comme quoi vous avez pris parti en faveur de la Russie, donc pas de neutralité, soit avec nous, soit contre nous. À mon avis, ce revirement espagnol s'inscrit dans ce contexte. Pour Riyad Sidawi, une troisième guerre mondiale a bel et bien lieu. Il s'agit d'une guerre énergétique, voire économique. On écoute. La guerre économique mondiale a été déclenchée par la nature des sanctions contre la Russie. C'est une guerre mondiale. Et en même temps, aujourd'hui, Poutine a
sanctionné aussi les Européens. Ils ont dit, vous payez mon gaz par du rouble russe. Et je ne veux pas ni d'euros ni de dollars. Donc on est face à une guerre mondiale, mais économique. Le monde est divisé en deux, on peut dire l'Occident face à l'Orient. Une guerre mondiale économique déclarée sur fond de conflit en Ukraine, alors que les Européens n'ont toujours pas abouti à un consensus quant à un embargo sur les hydrocarbures russes. La question devra être tranchée demain lors du sommet de l'Union européenne à Bruxelles. Pour sa part, le PDG de Total Energy met en exergue le double langage des dirigeants européens. Patrick Pouyanné annonce que l'entreprise maintient sa position dans le gaz. On me dit retirez-vous de Russie. Je lâche tout, j'arrête d'amener le gaz russe aux Européens qui en ont besoin, alors que les gouvernements européens nous disent de continuer puisqu'ils ne veulent pas le sanctionner. Et pourquoi ils ne veulent pas le sanctionner? Parce que sans gaz russe, on arrête une partie de l'économie européenne. Et moi, je veux décider tout seul, parce que je suis PDG d'un grand groupe, j'arrête le gaz russe, j'arrête le pétrole russe. On cherche des solutions. Si hier j'ai annoncé sur le pétrole, c'est qu'à mes bornes, Total Energy, je sais remplacer ce pétrole et ce diesel. Le gaz, je ne sais pas le faire. De son côté, l'Allemagne annonce ouvertement sa dépendance au gaz russe lors d'une conférence de presse tenue ce matin avec la présidente du Parlement européen à Berlin. Le chancelier allemand Olaf Scholz admet que les sanctions imposées à la Russie nuisent réellement à l'économie allemande. Renoncer à court terme aux livraisons de gaz ou de pétrole en provenance de la Russie plonge son pays et toute l'Europe dans la récession. Notre dépendance vis-à-vis du pétrole, du charbon et du gaz russe est accrue au fil des décennies. Nous mettrons fin à cette dépendance dès que possible. Faire cela du jour au lendemain reviendrait à plonger notre pays et le reste de l'Europe dans une récession. Des centaines de milliers d'emplois seraient en danger, tout comme des secteurs industriels entiers. Et en réaction aux sanctions occidentales à l'encontre de son pays, le président russe annonce que la Russie n'acceptera plus de paiements en dollars ou en euros pour les livraisons de gaz à l'Union européenne. Il donne une semaine aux autorités russes pour mettre en place le nouveau système en rouble. Il est évident que dans ce contexte, cela n'a aucun sens pour nous de fournir nos marchandises à la fois à l'Union européenne et aux États-Unis et de recevoir des paiements en dollars, en euros ou en d'autres devises. J'ai donc décidé dans un délai très court de mettre en œuvre une série de mesures de paiement de transfert. Nous commencerons par transférer en roubles russes les paiements pour nos fournitures de gaz naturel aux pays dits hostiles. Cela signifie qu'il faut renoncer dans tous les règlements aux devises qui ont été compromises. Dans le même temps, je tiens à souligner séparément que la Russie continuera à fournir du gaz naturel sans condition, conformément au volume et aux principes de tarification définis dans les contrats conclus précédemment. On va continuer à parler de ce conflit en Ukraine, presque un mois depuis le début des opérations militaires russes. Les négociations entre Kiev et Moscou se poursuivent, mais la situation sur le terrain reste critique, notamment à Mariupol, où des milliers de civils tentent de fuir les combats et les bombardements. Les détails avec Amin Touta. Au 28e jour du conflit en Ukraine, les opérations militaires russes restent intenses autour des grandes villes telles que Kiev, Kharkiv et Mariupol. La municipalité portuaire du Sud, assiégée depuis plusieurs jours, fait état de plus de 100 000 individus pris au piège des bombardements. Selon les sources locales, 45 000 résidents de Mariupol ont pu être évacués vers des villes sécurisées ou vers les régions frontalières. À Kiev, le couvre-feu instauré depuis 2 jours s'est achevé ce mercredi matin. La ville s'attend à un éventuel assaut des forces russes. La capitale se barricade de plus en plus par des tranchées et des checkpoints, notamment dans le centre-ville. Sur le plan diplomatique, les négociations entre les deux parties restent en vigueur, mais sans une notable avancée sur le terrain. Le Kremlin avait ignoré une proposition de Kiev pour dégager un compromis sur la péninsule de la Crimée et le territoire du Donbass.
Côté humanitaire, le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme a indiqué que le conflit avait fait au moins 925 morts civils, dont 75 enfants. S'ajoute à ce bilan un nombre en augmentation quotidienne des réfugiés affluant vers les pays de l'Union européenne, principalement vers la Pologne. Varsovie a accueilli plus de 2 millions de déplacés ukrainiens depuis le début des opérations militaires le 24 février passé. La Russie qui d'ailleurs accuse les États-Unis d'entraver les difficiles négociations avec l'Ukraine. Le ministre russe des Affaires étrangères Sergei Lavrov estime que le but de Washington est de dominer l'ordre mondial, y compris par le biais de sanctions. Les négociations ont commencé, elles sont difficiles. La partie ukrainienne, même si elle a compris que certaines choses doivent être convenues lors des négociations, change constamment de position, rejette ses propres propositions. Il est difficile de se débarrasser de l'impression que nos collègues américains les tiennent par la main. Il ne s'agit pas de l'Ukraine, il s'agit d'un ordre mondial dans lequel les États-Unis veulent être le seul pays souverain et dominant. Les députés et les sénateurs français se sont réunis exceptionnellement pour l'intervention par visioconférence du président ukrainien Volodymyr Zelensky devant le Parlement. Zelensky enchaîne les interventions en visioconférence devant les parlements occidentaux dans le but de les persuader de lui fournir plus d'armes et de plus de sanctions à l'égard de Moscou. Après les représentations allemandes, américaines, britanniques, canadiennes ou encore italiennes, il s'adresse aujourd'hui, ce mercredi, au Parlement japonais et français. Le 24 février, le peuple ukrainien s'est uni. Et aujourd'hui, nous n'avons ni de représentants de droite, ni de représentants de gauche. Nous ne faisons pas attention à ce qui représente le pouvoir. On pense à l'instauration de la paix pour protéger notre pays. Et l'Assemblée générale des Nations unies votera ce mercredi un projet de résolution sur l'Ukraine, le deuxième texte du genre depuis le début de l'opération militaire spéciale russe en Ukraine. Il s'agit de la 11e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale depuis le début du conflit. Dans le reste de l'actualité internationale, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a reçu ce mercredi le chef de la diplomatie portugaise, Augusto Santos Silva, une audience en présence notamment du ministre des Affaires étrangères, Hamdan Lamamra, qui s'est tenue à la présidence de la République. Au menu des discussions, plusieurs dossiers d'intérêt commun liant les deux pays. Au Liban, selon le journal Haaretz, les services de renseignement sionistes ont révélé des documents qui prouvent de nombreuses tortures infligées à des milliers de détenus libanais entre 1985 et 2000 dans la prison de Riam, au sud du pays. Imen Merad. Au cours des 15 dernières années, la prison de Riam, au sud du Liban, a vu défiler des détenus emprisonnés sans procès pour une période indéfinie. Insuffisance alimentaire, électrocution, absence de soins médicaux et autres problèmes graves, selon le journal Haaretz qui a déclaré dans un rapport que le service de renseignement de l'entité sioniste a été contraint de révéler des documents dévoilant que l'armée d'occupation sioniste a commis des barbaries en torturant des milliers de prisonniers libanais dans le camp de tente que l'occupation a établi au Liban en 1985. Et a été définitivement fermé en l'an 2000, et ce, suite au retrait de l'entité sioniste du territoire libanais. Suite à une requête à la Cour suprême sioniste, soumise par l'avocat Mac Itaï au nom des militants de droits de l'homme, le rapport a révélé des documents attestant d'horribles tortures des soldats de l'occupation, y compris la privation de sommeil, de nourriture et la torture d'un prisonnier libanais avec des décharges électriques, ainsi que de nombreuses familles libanaises sans aucune procédure légale. Le rapport cite l'avocat Itaï Mac qui affirme que l'armée, les services de renseignement et les milices d'Antoine Lahad ont établi un camp de détention similaire au camp militaire en Amérique latine. L'avocat décrit les actes de torture comme crimes contre l'humanité, soulignant que les documents qu'il a révélés sont qu'un petit regard sur l'enfer qui était là-bas. Les documents montrent que 250 à 300 prisonniers libanais se trouvaient en permanence à la prison de Riam, des prisonniers appartenant à diverses factions, organisations et partis politiques libanais et palestiniens.
Le journal a cité le témoignage de l'une des militantes qui a déposé la pétition, Dalia Christine, disant la dure occupation imposée par l'entité sioniste dans le sud du Liban, y compris les horribles actes de torture dans les camps de détention de Riem, est l'une des taches sombres de l'histoire. Et concernant la Syrie, les 45 membres du format restreint du comité constitutionnel syrien sont à nouveau réunis depuis lundi à Genève, 6 mois après leur dernière rencontre. L'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, espère que cette 7e discussion aboutisse à des avancées concernant la situation en Syrie. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Les pourparlers sur la nouvelle constitution syrienne encadrée par l'ONU ont repris depuis ce lundi. Le round précédent de négociations s'était soldé par un bilan mitigé, sans réelle avance concrète. Mais l'émissaire de l'ONU, Geir Pedersen, reste optimiste. Si les 3 délégations font ce qu'elles ont promis de faire, j'espère que nous pourrons assister à des progrès. Le 7e round sera axé sur 4 thèmes, les fondements de la gouvernance, l'identité de l'État, les symboles de l'État, la structure et les fonctions des autorités publiques. Les délégués consacreront une journée à chaque thème avant de tenter vendredi, jour final de cette série de discussions, de concrétiser les avancées réalisées. Ahmed Qouzbari, chef de la délégation gouvernementale, et le représentant de l'opposition Hadi Al-Bahra ont co-présidé jusqu'à présent les pourparlers. Après s'être mutuellement accusés de l'absence de progrès en octobre, les 2 coprésidents se sont entendus sur les méthodes de travail, notamment un meilleur mécanisme pour la révision des textes constitutionnels proposés. Pedersen a joint les 2 coprésidents dimanche. Les 4 thèmes devant être discutés ont été choisis au cours de ces conversations, suivies d'entretiens avec les représentants de la société civile. Et l'Iran, de plus en plus préoccupé par les menaces potentielles pesant sur ses installations nucléaires et ses scientifiques, elle prévoit de mettre en place une force de sécurité spéciale pour les protéger, selon les médias de la République islamique. Décision prise après de nombreux sabotages et assassinats non revendiqués qui ont visé des installations nucléaires et des scientifiques iraniens depuis 2010. La nouvelle unité sera placée sous le contrôle de l'unité de renseignement des gardiens de la révolution islamique, baptisée Commandement de la défense des installations nucléaires. Elle sera intégrée au renseignement iranien. Et cette information sécuritaire en Somalie, la police annonce avoir mis en échec une attaque armée visant l'une des entrées de l'aéroport international de Mogadiscio. C'est en tout cas ce qui ressort d'une déclaration du porte-parole de la police, le colonel Abdel Fattah Adem, rapporté par la radio officielle de Mogadiscio ce mercredi. Depuis des années, la Somalie mène une guerre contre Al-Shabaab, un mouvement armé fondé début 2004, idéologiquement affilié à Al-Qaïda. Et l'Organisation mondiale de la santé qui a jugé que plusieurs pays d'Europe ont levé trop brutalement leurs restrictions anti-Covid, déplorant que ceux-ci se retrouvent désormais confrontés à une nette remontée des cas sous l'effet du sous-variant BA2. Neyla Hamouda. Le Conseil scientifique européen alerte et l'Organisation mondiale de la santé inquiète. Elle déplore une hausse de cas de contamination dans l'Hexagone, en particulier en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Italie ou encore en Grèce. Après avoir nettement chuté fin janvier, le Covid-19 connaît depuis le début du mois un regain inquiétant. Au cours des 7 derniers jours, l'OMS a recensé dans les 53 pays de la zone Europe plus de 5 millions de nouveaux cas et près de 12 500 décès. Et afin de sortir durablement de cette pandémie, l'OMS a évoqué une nouvelle stratégie. Il faut vacciner les plus vulnérables, détecter plus rapidement les nouveaux variants, faciliter l'accès aux nouveaux médicaments antiviraux et améliorer la prise en charge des Covid longs. Alors qu'environ 15% des malades présentent encore des symptômes 12 semaines plus tard. Selon les scientifiques, l'épidémie n'est pas terminée. Mais cela n'a pas empêché certains pays européens de renouer avec la vie d'avant. La Nouvelle-Zélande, par exemple, va assouplir ses restrictions sanitaires à partir de vendredi.
Les limites imposées sur le regroupement en plein air seront supprimées. Le pass vaccinal, lui, ne sera plus obligatoire à partir du 4 avril. Et la plupart des obligations de vaccination pour certaines catégories d'employés seront également abandonnées. Si les scientifiques redoutent une banalisation de l'épidémie de Covid-19, la Chine, elle, affronte sa pire flambée épidémique depuis 2020. Les autorités ont décrété mardi le confinement de Shenyang. 9 millions d'habitants doivent rester dans leur résidence. Environ 5000 nouveaux cas positifs ont été enregistrés en 24 heures. Des chiffres très bas en comparaison avec d'autres pays dans le monde, mais élevés pour la Chine et sa stratégie zéro Covid. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Retrouvez Riyad Lahari demain pour le 19h. Quant à moi, je vous retrouverai juste avant à 18h pour l'émission spéciale. D'ici là, passez une excellente soirée sur Al24 News.